Gbagbo, mais il y a des documents historiques qui existent. Beaucoup d'écrits ont été faits sur cette crise, qui ont expliqué ses causes. Si on est tous d'accord qu'Houphouët-Boigny s'est attaché à créer la cohésion sociale dans notre pays pendant les 30 ans qu'il a eu donc à gouverner ce pays, mais il est vrai qu'historiquement, la rupture du consensus national est venue des années 90 par l'effet conjugué des manifestations pour le multipartisme, la crise économique que nous avons connue, et le champion de ces protestations a été sans doute Laurent Gbagbo, qui, en jouant son rôle d'opposant historique, a aussi beaucoup instrumentalisé. En 90, lorsque Félix Houphouët-Boigny avait voulu que, à ces élections nationales, prennent part à tort ou à raison les ressortissants de la sous-région, Laurent Gbagbo a été le premier à indexer ces ressortissants de la sous-région comme étant en danger pour la démocratie. Des années 90, il y a un concept... je parle des années 90. On peut même aller parce que j'ai entendu la défense de Laurent Gbagbo partie donc même de 95, le boycott actif, expliquer que Laurent Gbagbo n'avait pas accepté d'aller à ces élections en soutien à Alassane Ouattara pour aboutir en 2010 en disant que Laurent Gbagbo avait en 2010 pris un acte pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat, mais ils oublient de dire qu'en 2000, Laurent Gbagbo est celui qui a demandé d'abord au niveau de la constitution ivoirienne que Alassane Ouattara soit exclu de cette élection présidentielle. Mais justement, en toile de fond, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce concept qui a marqué, en tout cas les années 90 en Côte d'Ivoire, le fameux concept de l'ivoirité? Mais pour nous, le vrai père de l'ivoirité, c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'en 90, la première formation politique, les premiers leaders à présenter Alassane Ouattara comme un étranger, c'est le FPI de Laurent Gbagbo. Ce concept a été après récupéré, on peut le dire, mais celui qui a mis à mal la cohésion nationale dans notre pays, c'est le FPI de Laurent Gbagbo. Il est venu présenter la situation telle qu'elle aujourd'hui. J'ai écouté Maître Barouin, oui, les Ivoiriens s'embrassent sur la bouche, les Ivoiriens sont unis. Oui, c'est ce que Houphouët-Boigny a voulu faire. Mais ce consensus national a été rompu par Laurent Gbagbo et le Front populaire ivoirien. On ne peut pas dire que des pauvres Burkinabés, Maliens, Sénégalais n'ont jamais été attaqués en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que certaines populations de la Côte d'Ivoire n'ont jamais fait l'objet. Rien qu'à regarder l'identité des personnes qui ont été massacrées et leur origine, on comprend qu'il y avait une stratégie coordonnée, structurée à l'encontre de ces populations présentées comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Puisque tout à l'heure, on disait que, vraisemblablement, il n'y a pas de tension ethnique en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est qui... nous avons hérité d'une situation difficile, hein, donc j'ai décrit la situation. Le gouvernement actuel s'est attelé à réparer cette situation. Vous n'avez plus de convois de personnes étrangères à l'ouest de notre pays ou au sud-ouest de notre pays. Mais les rancœurs demeurent? Ben écoutez, ce sont des ressentis... Sur le terrain? Ce sont des ressentis qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Ce qui est important, c'est des gouvernements responsables qui créent les conditions favorables pour qu'avec le temps, ces ressentis puissent disparaître. Et cela passe aussi par la justice. Donc selon vous, en tout cas, ce procès devrait contribuer à la progression de cette cohésion sociale? Mais le procès va contribuer à la cohésion de cette cohésion sociale parce que ce procès qui garantit une certaine justice ou une certaine transparence permettra de comprendre réellement ce qui s'est passé et nous espérons qu'à l'issue de ce procès et de l'ensemble des procès qui vont se faire en Côte d'Ivoire, nous verrons tous, Ivoiriens comme Africains, la laideur des politiques ethniques, la laideur des politiques xénophobes et leurs conséquences sur nos États. Et nous espérons que les États africains ne connaîtront plus de dirigeants qui, au-delà des discours tenus officiellement, en réalité ont un double visage, une double casquette, et donc peuvent masquer des politiques totalement... Mais les images ont quand même été assez frappantes, elles sont assez même choquantes parfois. Est-ce qu'on peut nier le rôle des FRCI? Ah non, ça n'a jamais été nié. Et d'ailleurs, le président Ouattara a été ferme là-dessus. Tous ceux qui ont été mêlés à des crimes en Côte d'Ivoire, notamment à l'occasion de la Képossotoire, vont répondre. C'est un engagement qui a été pris. Je regardais avec beaucoup de tristesse ce qui s'est passé à Mérigui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé à Diokoui, c'est inacceptable. Et ceux qui sont responsables de cette situation... Donc vous nous garantissez en tout cas que le camp, qui pour le moment n'est pas jugé, fera également l'objet
ce que je vous dis, c'est que même dans le cadre de cette procédure euh, ou de ces situations post-électorales, la justice ivoirienne s'est auto-saisie de cette situation à l'issue d'une commission nationale d'enquête qui a été mise en place. Et les personnes aujourd'hui qui sont en procédure au niveau de la justice ivoirienne relèvent des deux camps. Ce que nous disons, c'est qu'il faut éviter l'indignation sélective. Nous ne pouvons pas dénoncer les massacres planifiés par l'appareil politique de Laurent Gbagbo et venir justifier ce qui s'est passé à l'Ouest. Nous disons que plus jamais dans ce pays, plus jamais en Afrique, des crimes d'une telle horreur ne doivent rester impunis. Daouda, il faut vraiment tenter de rester le plus éloigné possible de cette schématisation du camp des méchants et du camp des gentils, comme l'a d'ailleurs souligné la défense de Laurent Gbagbo. Oui, je pense, Anne-Marie, effectivement, puisque l'enjeu au-delà de ce procès, c'est quand même la réconciliation des Ivoiriens. Aujourd'hui, ça doit être en toile de fond, quoi qu'on puisse faire, et quels que soient les discours des uns et des autres. Donc il faut effectivement que justice soit faite. Il faut que justice soit faite, et on le répétera jamais assez, mais des deux côtés. C'est-à-dire, quand il y a affrontement, il y a forcément, comme on connaît la situation, de toute façon, il y a forcément des personnes qu'on peut accuser de part et d'autre. Maintenant, cela a été dit tout à l'heure, la justice suit son cours. On peut quand même regretter sa lenteur dans une certaine mesure. Maintenant, s'agissant de l'enjeu de ce procès, je n'irai pas au-delà, c'est-à-dire le côté africain, c'est-à-dire la leçon que ce procès est censé donner à tous les chefs d'État africains quand il n'arrive pas à son terme. Je ne suis pas sûr de l'efficacité même de cette idée en réalité, puisque bon, c'est quand même une cour qui est beaucoup critiquée. La crédibilité de la CPI qui est en train de se jouer avec ce procès. La crédibilité de la CPI est en train de se jouer avec ce procès, et ça c'est indéniable. C'est indéniable, et d'autant plus que, on l'a vu, la défense qui est entrée en jeu, il y a eu l'accusation la semaine dernière, qui a présenté en tout cas ses arguments. Aujourd'hui, il y a aussi la défense qui entre en jeu, et comme il l'a dit tout à l'heure, c'est son rôle, c'est le rôle de la défense. Mais moi je dirais, parce que vous avez posé une question tout à l'heure, la défense ne fait pas que se défendre justement. Je pense qu'elle attaque aussi quelque part. Qu'est-ce que vous avez noté alors comme élément d'attaque? Alors, elle montre des vidéos dans lesquelles elle dénonce le rôle supposé, un rôle supposé de la France vis-à-vis de l'arrestation de Laurent Gbagbo. En même temps, elle dénonce aussi la préparation supposée de la part de la France, de l'armée française, au profit des forces nouvelles. Hein, donc tout ça, pour moi, c'est un certain nombre d'éléments. Et d'Henri Konan-Bédié, mais c'est le LIDEC, donc qui a parlé tout à l'heure, qui était ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, compte tenu du contexte français où on avait des Jospin qui était donc le Premier ministre socialiste, qui a demandé que Laurent Gbagbo soit reconnu comme président. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'enregistrement de Laurent Gbagbo s'auto-proclamant président alors que le Conseil constitutionnel et autres n'avaient pas encore tranché la question, l'enregistrement de cette vidéo s'est fait donc en tout cas sur les informations que nous avons chez M. Luvidec. Et ce qu'ils oublient de dire aussi, c'est que jamais les intérêts de la France n'ont été autant protégés que sur Laurent Gbagbo. Tous les grands contrats, ils accusent Alassane Ouattara d'avoir mené une politique de privatisation. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à ne pas remettre en cause ces politiques de privatisation lorsqu'ils sont allés aux affaires? Mais ils ont renforcé cette politique de privatisation avec des contrats dont la durée était supérieure à ce qu'avait fixé donc le président Ouattara, parce que le président Ouattara avait pris le soin de fixer des durées pas trop longues pour permettre justement à l'entrepreneuriat ivoirien de se constituer et de prendre le relais après. Mais lorsque Laurent Gbagbo est arrivé aux affaires, il a renouvelé systématiquement tous les contrats. Mieux, le terminal du port de Vridi, par exemple, a été cédé à un grand groupe français. Voilà. Donc Laurent Gbagbo n'est pas ce panafricaniste anti-français qui veut le faire croire. C'est des discours fort opportunistes pour masquer une réalité. Et il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu des élections, contrairement à ce qu'ils disent. Parce que j'ai entendu l'avocat dire que oui, Alassane Ouattara voulait prendre le pouvoir par la force. Mais Alassane Ouattara
les élections. Et ces élections même... Mais est-ce que ce n'était pas là justement le nerf de la guerre? Oui, mais de savoir qui a gagné les élections, puisque les deux camps vraisemblablement ne se mettront jamais d'accord. Oui, mais la position des deux camps, on peut la considérer comme telle subjective, parce que c'est de bonne guerre que les deux camps estiment qu'ils ont gagné les élections. Mais nous avions des acteurs qui n'étaient pas des deux camps. Nous avions le représentant spécial des Nations Unies, nous avons l'Union africaine appelée par Laurent Gbagbo pour vérifier les résultats des élections. Les experts de l'Union africaine qui ont rencontré tous les acteurs et qui ont conclu, après avoir vérifié tous les PV des élections, l'Union africaine appelée par Laurent Gbagbo, dans ce panel du chef de l'État, il y avait quelqu'un comme le président Zuma qui était à tort ou à raison considéré comme proche donc, de Laurent Gbagbo, mais qui a conclu à l'unanimité que c'est Alassane Ouattara qui a gagné cette élection. Mais en tout cas, en parlant de l'Union africaine, on y reviendra très prochainement. Tout au long de l'émission, l'Union africaine, à l'issue du sommet qui vient de se terminer à Addis Abeba, qui appelle d'ailleurs à un retrait de la CPI, on va en parler puisque c'est vraiment d'actualité. Monsieur Touré, je voudrais vous demander, pourquoi c'est la France qui a arrêté Laurent Gbagbo? Interférence ou bien ingérence? La France n'a pas arrêté Laurent Gbagbo. Il y a quand même... Qui a ordonné l'arrestation? Non, attendez. La France n'a pas arrêté Laurent Gbagbo. Ça a été vu, les images surabondent. Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La France est intervenue dans la crise ivoirienne. Mais cette intervention de la France et de l'ONUCI, et ça a été dit par Maître Alfil, est survenue après la résolution 1975 qui a été prise après le massacre des femmes d'Abobo. Et ce sont les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, qui a demandé à la France, parce qu'elle avait les moyens militaires adéquats, et à l'ONUCI de détruire toutes les armes lourdes que Laurent Gbagbo utilisait pour massacrer sa population. Est-ce que vous comprenez que cette intervention puisse être vue comme une ingérence? Mais à partir du moment où Laurent Gbagbo, en 2002, lorsque nous avons été confrontés à cette situation difficile du 19 septembre, a lui-même fait appel à la France, c'est aussi une réalité historique, pour que la France, par le jeu des accords de défense, puisse intervenir dans la crise ivoirienne. La France ne s'est pas levée avec la force week-end pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a fait appel à la France. Bien évidemment, elle n'a pas fait le travail qu'il aurait souhaité, parce que Laurent Gbagbo aurait souhaité que la France se mette de son côté pour combattre une partie donc, de la population ivoirienne, ce que la France n'a pas fait. Donc, que Laurent Gbagbo aujourd'hui et sa défense veuillent établir toutes les stratégies autour donc, de cette thèse de complot de la France contre... J'ai même entendu le nouveau confrère me dire au cours d'un débat que oui, mais la preuve que la France a comploté contre la Côte d'Ivoire, c'est que les avocats d'Alassane Ouattara sont français. Mais Maître Atil, il est de quelle nationalité? Maître Atil est français. Donc si on part sur cette thèse aussi légère et facile, on pourrait dire, mais donc la France est pour tous les camps. Monsieur Koné, est-ce que la réconciliation, la véritable réconciliation en Côte d'Ivoire peut survenir sans un retour de Laurent Gbagbo au pays? Madame, avant d'aborder la question de la réconciliation nationale, j'aimerais intervenir à nouveau sur la France. Parce que dans les relations internationales, nous avons trois écoles. Nous avons les réalistes, nous avons les constructivistes et nous avons les libéraux et les néolibéraux. Et nous avons des stratégies d'engagement et de désengagement. Et nous avons également la coopération qui est prônée par les constructivistes. Et donc quand on aborde les relations de l'État de Côte d'Ivoire et de l'État français, nous sommes à une ère où nous ne pouvons plus guerroyer de part et d'autre. Et d'ailleurs, à tous les grands États de ce monde aujourd'hui, il y a le crime d'agression qui est en train de pendre au nez. Et donc, aujourd'hui, s'il y a une cristallisation autour du fait que la France se soit ingérée ou pas, c'est parce que... On peut parler de France-Afrique. C'était d'ailleurs le titre de l'un des éléments visuels, audiovisuels qui a été présenté à la fin. Non, madame, moi je n'aborderai pas les choses à France-Afrique. Je ne sais pas personnellement ce que c'est. Vous conviendrez avec moi que je ne suis pas de cette génération-là. Je ne suis pas de cette génération, donc je ne sais donc pas. Donc c'est un ancien terme obsolète? Oui, j'espère qu'il est obsolète parce que mes aînés sont mieux placés pour en parler. J'espère que son obsolescence va se faire de plus en plus vite. Donc, on a l'impression que la coopération a été mal abordée par l'État français. C'est pour ça que toute la jeunesse africaine au jour d'aujourd'hui cristallise l'attention sur l'intervention française. Il faut que l'État sache qui il est véritablement, parce que l'État, il est souverain, il est sujet de droit international, il est le sujet originel et nul État ne peut faire prévaloir ses volontés sur notre État. Voilà un peu le problème des jeunes
ivoirienne, donc auprès de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse de la Côte d'Ivoire attend de ce procès? Je pense que la jeunesse ivoirienne a des préoccupations qui sont beaucoup plus importantes aussi, c'est-à-dire avoir aujourd'hui du travail, aller à l'école, parce que malheureusement, ce qui n'a pas été dit, j'espère qu'on l'entendra avec Bill Goudé symbolise aussi cette décennie de descente aux enfers de la jeunesse ivoirienne, fortement instrumentalisée, fortement politisée. Elle a été totalement détournée de ce qui était essentiel pour elle, c'est-à-dire être bien formé, avoir du travail. Ce que nous sommes en train d'essayer de faire depuis 5 ans. Une partie, bien sûr. Non, mais c'est le problème de l'ensemble des jeunes. Vous prenez des jeunes qui soient du FPI, du RDR, du PDCI, leur première préoccupation, c'est l'emploi. Bien évidemment, certains jeunes ont pu être victimes de cette crise. Et je peux vous dire que certains jeunes ont pu être instrumentalisés ou abusivement utilisés pour cette crise. Différents mécanismes ont été mis en œuvre, notamment la commission qui s'occupe donc des victimes et qui en tient compte notamment des jeunes qui ont été victimes de cette crise. Mais pour l'essentiel, aujourd'hui, cette jeunesse veut être épanouie comme tous les jeunes du monde, et le président Ouattara travaille à cela. Aujourd'hui, nous avons un changement de paradigme en Côte d'Ivoire. Nous n'instrumentalisons plus les jeunes comme c'est fait par le passé, et nous essayons de les accompagner vers ce qui est essentiel pour eux, c'est-à-dire leur épanouissement, du travail, aller à l'école. Monsieur Touré, Monsieur Koné, merci beaucoup. Il est temps de marquer une pause et vous retrouvez tout de suite le journal de la rédaction. Que le président Alassane Ouattara est au sein du gouvernement. Est-ce qu'on peut parler de rivalité entre les deux hommes, ou bien c'est l'histoire qu'il a voulu ainsi? Mais s'il y a une rivalité entre les deux hommes, c'est Laurent Gbagbo qui a pris Alassane Ouattara pour un rival. Le président Ouattara connaissait son parcours, brillant économiste, il a fait sa classe au sein des institutions financières internationales, grand panafricaniste, qui a une grande vision pour son pays et qui, de très tôt, après ses charges, a voulu apporter sa contribution à son continent et à son pays, parce qu'il se sentait capable de faire avancer son pays sur le plan économique, sur le plan social, ce qui est prouvé aujourd'hui par les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous avez des personnes, des politiques qui, certainement mus par l'ambition du pouvoir, la conservation du pouvoir, et qui ont voulu faire obstacle à cette posture qu'avait le président Ouattara, qui, dans tous les cas, n'a jamais considéré fondamentalement Laurent Gbagbo comme un adversaire, comme un ennemi. Il a toujours appelé mon frère, Laurent Gbagbo, et qui d'ailleurs n'a pas compris la tenue des événements, puisqu'ils ont été proches à un moment donné. Le Front républicain a quand même réuni nos deux partis. Laurent Gbagbo connaissait bien sa famille, connaissait sa mère, connaissait ses frères. Il n'a pas compris qu'au Forum des réconciliations nationales, Laurent Gbagbo vient de dire, du jour au lendemain, lui qui s'était battu contre l'ivoirité, contre le fait que Alassane Ouattara n'ait pas pu être candidat et ait vu sa nationalité contestée, que ce soit Laurent Gbagbo qui, en 2001, au Forum de la réconciliation nationale, vient de dire que Ouattara n'est pas ivoirien et que la Constitution, en son article 35, a été faite pour éliminer Ouattara. Je pense que l'Afrique a besoin de dirigeants visionnaires, pas de panafricanisme dans le discours. Les dirigeants, et il y a même un élément qui a été montré, où on montrait le président Ouattara en 92, qui parlait de voir les frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, mais c'est une certaine vision panafricaniste qui était exprimée. Aujourd'hui, on parle de plus d'unité africaine, aujourd'hui, on parle de plus d'intégration africaine, et il était très en avance sur son temps. Merci beaucoup, Monsieur Touré, merci beaucoup, Daouda. Il est l'heure de marquer une nouvelle pause. L'émission spéciale